Donc merci Déborah de nous avoir rappelé l'enjeu de la transversalité et également de nous avoir redit un petit peu les conditions de succès, comment y arriver et aussi les freins. Alors on va accueillir avec chaleur Jean-François, qui est notre secrétaire général. On a la chance à la Fédération d'avoir Jean-François qui a toute sa tête. Qui aime bien, qui en plus a beaucoup d'humour. Voilà. Et donc Jean-François va nous parler en particulier de la mise en œuvre et de cette idée de transversalité, en particulier avec le dispositif des PTSM. Voilà. Merci Jean-François. Je suis plus épanoui dans ma vie parce que je vais faire des activités qui sont plus saines. Et le rétablissement, c'est vraiment basé sur mes rêves en fait. Je m'appelle Clément Bessat, je suis le fondateur de Upstage. Ce qui me relie à la santé mentale, c'est un diagnostic. J'avais 29 ans à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est un peu bizarre, à la fois un peu par moi-même et ensuite, bien sûr, grâce à des psychiatres, que en fait, j'étais une personne bipolaire. J'ai pas mal morflé, faut le dire. Moi, je prends souvent l'analogie d'un départ de flamme. Par exemple, une phase dépressive, au début, c'est on a oublié d'éteindre le four, entre guillemets, le plat il est cramé, c'est pas encore très grave. Maintenant, si on ne met pas tout de suite en place des actions très précises, on peut prendre le risque que cette flamme, elle commence à grandir, qu'elle brûle le comptoir, et ensuite potentiellement qu'elle aille brûler tout l'appartement et toute notre vie. Et donc c'est comment est-ce qu'on fait pour réussir à éteindre cette flamme le plus rapidement possible, et qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise pas. Alors ce que j'ai mis en place pour éviter de revivre une dépression forte, ça a été des changements principalement sur mon hygiène de vie. Concrètement, quand je vois les potes, alors on aime bien jouer aux fléchettes à Paris, en fait la soirée elle se termine à minuit. Elle se termine pas à 5h du mat en boîte. Ils vont commander une pinte, je vais commander un demi. Et c'est des choses qui sont assez concrètes, mais qui font que je fais plus attention à mon sommeil, je me couche plus tôt, je prends du coup moins d'alcool, et je prends beaucoup moins de risques de repartir dans une phase qui peut être une phase haute ou une phase basse, dans le contexte de la bipolarité. Ensuite, une fois par semaine, un père aidant qui est devenu un ami, en fait, on se parle une fois par semaine. On parle des fois de tout et rien, mais quand on sent qu'il y a quelque chose qui change et qu'on voit qu'on est peut-être un peu en bas ou un peu en haut, on en parle ensemble. Et ça nous fait énormément de bien de dire « Oula, là je sens que tu commences à monter dans une phase un petit peu maniaque ». Et c'est pour ça qu'on a besoin d'autres personnes qui peuvent être concernées aussi par la bipolarité, qui vont en fait nous donner aussi un petit peu d'espoir, de joie de vivre en disant « C'est bien ce que tu fais, tu continues ». Et en fait, si j'avais pas ça, je sais pas si j'y arriverais aussi bien. Ma bipolarité ne soit pas quelque chose qui puisse m'empêcher de faire quoi que ce soit, et notamment d'atteindre mes objectifs. Et c'est surtout une autre manière de considérer les choses. Alors au départ, c'était un peu dur de me dire, en fait, il faut que je me prive d'alcool, il faut que je me prive de boîte de nuit, alors qu'aujourd'hui, je le vois presque comme une chance. Parce que au final, j'ai moins la gueule de bois, et puis je suis plus épanoui dans ma vie. Parce que je vais faire des activités qui sont plus saines et mon corps va me le dire. Alors si toi t'es dans un moment difficile, si t'es au milieu de la tempête, dis-toi que ça va se terminer et dis-toi que c'est le moment où même si c'est dur à le faire, c'est le moment où t'as le plus besoin des autres, où t'as le plus besoin de ta famille et de tes proches. Et c'est pas facile de demander de l'aide, mais s'il y avait bien un truc, c'est ça. Bonjour à tous. Donc, être plus près des parcours des personnes, réponse territoriale et humaine. Pour faire le lien avec ce qu'a dit Déborah, j'ai gardé sa formule « Le diable est dans la cloison ». J'en rajoute une qui est tout aussi connue « Le tout est plus que la somme des parties », surtout lorsqu'il y a une hybridation des compétences. Alors, on va partir des Saintes Écritures. Je viens de l'administration et je suis attaché aux textes lorsque ces textes
sont adaptés à la réalité des pratiques. L'objectif majeur et ambitieux de la loi 2016, c'est l'amélioration continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé, de vie, de qualité, sécurité et sans rupture. J'ai souligné les points clés qui mobilisent tous les acteurs concernés sur un territoire de proximité, mais de taille suffisante. Alors, mon exposé se fera en 3 parties, si j'en ai le temps. Un constat préoccupant, une définition, une valorisation de 4 concepts refondateurs. Là aussi, j'irai vite parce qu'on a beaucoup parlé hier. Et un outil à revitaliser, le projet territorial de santé mentale, qui vient aussi, qui est issu de la loi de 2016. Alors, malgré de réelles avancées, on voit bien que le constat sur les parcours reste préoccupant, perfectible. Les personnes, et ça les l'a dit, présentant des troubles mentaux conséquents, notamment schizophrénie, troubles bipolaires, dépression résistante, pour ces personnes, on observe toujours la persistance de parcours chaotiques, fracturés, comportant souvent des chaînons manquants, ou bien des juxtapositions de prestations non coordonnées, parfois peu compatibles d'ailleurs les unes par rapport aux autres, ou bien encore, ce qui est encore pire, une absence totale de tout accompagnement de cette population particulièrement vulnérable. Alors, ce constat repose sur de multiples causes. Je ne vais pas toutes les citer, mais la fracture entre santé mentale et psychiatrie. Une politique de santé mentale, c'est plus que la revitalisation de la psychiatrie. La psychiatrie est dans la santé mentale, c'est une composante essentielle, mais elle ne résume pas la politique à conduire. L'étanchéité persistante dans les domaines sanitaires, médico-social, social et sociétal, je dis sociétal lorsque je parle de la société inclusive, renforcée, et Déborah l'a dit, par des cultures très différentes, ces professionnels, et un manque d'interdisciplinarité. Il n'y a qu'à regarder les programmes des instituts du travail social ou des écoles d'infirmières pour s'apercevoir que, disons que les transversalités sont là aussi extrêmement perfectibles. Au titre des prestations prodiguées, la prise en compte encore insuffisante des techniques propres à la réhabilitation psychosociale, articulées, je dis bien articulées, à la construction de processus du rétablissement. Alors, autre multiple cause de ce constat, des retards pris dans l'installation des programmes de psychoéducation, tant à la fois dans la direction des personnages concernés, des personnes concernées que de leur entourage, l'insuffisance de processus de co-construction entre les intéressés, l'entourage, les professionnels, et donc, Déborah l'a évoqué, l'inclusion des savoirs expérientiels et de la pérédance, et puis, il faut bien le dire, dans une société aussi égoïste, fragmentée, excusez-moi, je suis pessimiste, une société trop peu inclusive qui est aussi un facteur de frein aux démarches d'intégration qui elles-mêmes sont perspectives. Alors, la crise de la psychiatrie, il faut quand même en parler. Il y a une perte d'attractivité de la psychiatrie de service public. L'internat de psychiatrie est de moins en moins choisi. Les postes de praticiens hospitaliers restent trop souvent vacants. Idem pour les paramédicaux. Au total, nous avons bon nombre de postes, et je souligne, qui restent vacants alors qu'ils sont inscrits au budget des établissements. Donc je considère qu'il y a peut-être un problème de moyens, mais comme le disait Déborah, il faut d'abord réfléchir sur l'utilité de ces moyens, et puis il faut réfléchir à la façon dont il faut trouver l'attractivité nécessaire pour que ces moyens soient pourvus dès lors qu'il y a un équivalent financier. Et ce phénomène se retrouve dans le champ des institutions et des services sociaux et médico-sociaux, où là aussi il y a des nombres de personnes vacantes de plus en plus importantes.
Donc il devient urgent pour les pouvoirs publics de lancer une campagne de valorisation de la psychiatrie en général, de la pédopsychiatrie en particulier. Je rajouterai aussi du médico-social dédié aux personnes en situation de handicap psychique. Et de ce point de vue-là, les déclarations du ministre nous laissent quelque peu perplexes dans leur imprécision. Pour parler de façon... Bon, vous m'avez compris. Il y a une fracture au sein même du sanitaire. Il y en a deux. Il y a la fracture entre la médecine générale et la psychiatrie. J'y reviendrai. Et puis, il y en a une, et là, je n'engage pas Santé Mentale France, parce que là-dessus, je parle plus à titre personnel, une psychiatrie segmentée et déséquilibrée. Une offre privée, psychiatrie de ville et les cliniques, non sectorisée, inégalement répartie et concentrée dans énormément de grosses villes, des pathologies en général moins lourdes ou plus conséquentes dans la durée, financièrement rentables, une patientèle moins désocialisée, socialement plus favorisée et aussi plus solvable, face à une offre de services publics territorialisée, délivrant des soins sans consentement, accueillant souvent des pathologies plus lourdes et plus conséquentes, une patientèle généralement défavorisée et socialement et financièrement. Alors, je dirais ce qu'on pourrait faire en la matière. Alors, les concepts à définir, là je vais aller vite. Le carré d'as structurant d'une politique de santé mentale efficiente, j'appelle ça 2R, 2I, c'est un point que j'ai déjà évoqué à Marseille l'année dernière. La réhabilitation psychosociale, les processus de rétablissement, l'intégration en milieu de vie ordinaire et l'inclusion de la personne dans la société. Pour les deux derniers points, l'intégration, c'est l'effort de la personne pour s'intégrer dans le tissu social grâce au concept du dessus, c'est-à-dire les processus de rétablissement, et l'inclusion, c'est les capacités d'accueil d'une société à prendre en compte la différence d'une personne et faire en sorte qu'il devienne un citoyen, une citoyenne à part entière. Alors, bon, on ne va pas... réhabilitation psychosociale, on connaît les programmes d'éducation thérapeutique, de remédiation cognitive, les programmes d'entraînement des compétences des habiletés sociales, la psychothérapie cognitivo-comportementale, les programmes de soutien aux familles, exemple Pro-Famille, les modalités de casse-management, tout ça doit être co-construit avec les entourages. Bon, donc le processus de rétablissement, on l'a moultement défini hier, je n'y reviens pas. Je veux simplement insister sur le fait que, oui, indépendamment du fait que je me casse la gueule, en plus je ne le vois pas très clair. Voilà, donc vous voyez, vous savez, c'est dur finalement, les conséquences invalidantes d'une maladie, y compris physique. Donc, dans le processus de rétablissement, non, mais tout ça, je saute parce qu'il faut aller vite. Je voudrais simplement, voilà, il faut bien distinguer réhabilitation et rétablissement. La réhabilitation, c'est les services et technologies qui sont mis à la disposition de la personne afin qu'elle puisse apprendre à s'adapter à son monde. Donc ce sont des étayages co-construits pour mettre le pied à l'étrier de la personne en question dans le cadre de l'enclenchement d'un processus de rétablissement et de préserver le maintien de ce rétablissement. Le rétablissement, c'est
la référence à l'expérience vécue et réelle des personnes qui acceptent de surmonter un défi, de la maladie, du handicap, et donc c'est une trajectoire volontariste de la personne pour mobiliser ses potentialités. Donc la dialectique, on le comprend, et ça l'UNAFAM le sait mieux que personne, c'est que la dialectique réhabilitation, il est clair que le processus de rétablissement n'est rarement un long fleuve tranquille. Il y a des bons en avant, des régressions, des discontinuités, des troubles qui doivent être compensés, le cas échéant, par des étayages diversifiés, dans des proportions adaptées, des combinaisons, des alternances, la mise en œuvre par une gamme d'intervenants articulés entre eux, et ça renvoie à la transversalité qu'évoquait Déborah. Alors c'est facile d'afficher un objectif de cette nature. C'est autrement plus difficile de le mettre en œuvre. Alors, troisième partie, un outil essentiel pour favoriser la recomposition d'une offre ajustée aux besoins, le PTSM, le plan territorial de santé mentale. Alors là, je reviens à nouveau aux Saintes Écritures. Les PTSM ont été créés par la loi Santé de janvier 2016. Ils s'adossent à une politique de santé mentale redéfinie qui dit bien que la psychiatrie n'est qu'un ensemble d'un dispositif plus large. Il s'adosse, l'objectif majeur du législateur, c'est l'amélioration continue de l'accès des personnes concernées au parcours de santé, je l'évoquais tout à l'heure, de vie, de qualité, sécurité et sans rupture. Cette mobilisation des acteurs a été finalement réalisée au niveau du département. C'est peut-être le petit codicile que je rajouterai à l'exposé de Déborah, c'est quand elle parle du local, régional, national, moi je subdivise local, proximité immédiate et départementale. Car malheureusement, au plan départemental, il y a quand même malheureusement, en tout cas c'est un fait, il y a quand même des dispositifs qui sont, y compris des conseils départementaux, qui sont quand même assez déterminants. Enfin, on peut théoriquement englober le départemental dans l'échelon local. Mais moi, je fais plutôt la distinction. Alors, les plans territoriaux de santé mentale, ils sont encadrés en amont par le diagnostic territorial partagé en santé mentale, l'identification des ressources disponibles, des insuffisances de l'offre sanitaire, sociale, médico-sociale, accessibilité, continuité et action pour y remédier. C'est une très belle définition. On verra que dans la réalité, ces diagnostics territoriaux sont trop souvent lacunaires. Et en aval des projets territoriaux, il y a le contrat territorial de santé mentale, qui est une disposition qui permet à l'ARS et à l'ensemble des acteurs concernés de définir les engagements réciproques, les moyens consacrés, les modalités de financement, de coopération. Et il est précisé que le CTSM est déclinable au sein des conseils locaux de santé mentale. Et c'est là où j'ai, pour une fois, une divergence avec le législateur, c'est que c'est descendant alors que ça devrait être ascendant. C'est-à-dire que c'est les conseils locaux de santé mentale, mais il faut attendre aussi peut-être un maillage du territoire et les dispositions mises en œuvre telles que tu les proposes, Déborah, pour que ces CLSM soient véritablement une source pertinente d'alimentation des PTSM et des contrats territoriaux qui sont, eux, départementaux. Alors, une fois de plus, je reviens aux Saintes Écritures. Les PTSM, le décret en Conseil d'État qui a défini les PTSM a défini 6 priorités. Les diagnostics précoces et les soins diligents. Ça, c'est du sanitaire. La construction de parcours de santé et de vie pour des personnes souffrant de troubles mentaux graves en situation ou à risque de handicap.
en vue de leur rétablissement et de leur inclusion sociale. Donc on voit bien que l'autorité réglementaire instaure bien la notion de rétablissement et la notion d'inclusion sociale. Là, on est dans la transversalité. Troisième objectif, l'accès des personnes concernées aux soins somatiques, c'est du sanitaire. Quatrième priorité, l'organisation des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d'urgence. Là, c'est la prévention pour éviter l'émergence de situations de crise et d'urgence. À cet égard, le ministre a traité, à mon avis insuffisamment et trop vaguement, le sujet. Le respect de la promotion des droits des personnes et le renforcement et le pouvoir de décider et d'agir, et l'organisation des conditions d'accès sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux. Donc, si je me rapporte à l'exposé du ministre d'avant-hier, on voit quand même qu'il a privilégié les objectifs sanitaires, on ne peut pas lui reprocher, mais qu'il a laissé quand même largement de côté les objectifs les plus transversaux de 6 priorités, quand même d'un décret en Conseil d'État. Pour quelqu'un qui vient d'administration centrale, un décret en Conseil d'État, c'est quelque chose de fort et de structurant, surtout lorsqu'il est bien fait. Alors, la délégation ministérielle à la santé mentale a fait un tour de France pour évaluer les PTSM de première génération. Ils sont très majoritairement départementaux. 20 PTSM arrivent à échéance à 5 ans, puisqu'ils durent 5 ans, en 2025. Tous les autres y parviendront en 2026 et 2027. En fait, le décalage dans les processus de construction des PTSM a largement s'explique par l'apparition de la Covid. Et on peut noter également qu'en avril 2024, 83 CTSM, il doit y en avoir plus aujourd'hui, donc contrats territoriaux, ont été conclus entre l'ARS et les partenaires concernés. Alors, quels sont les constats qui sont faits? Eh bien, les constats, c'est constat sur la nature et la conduite du dispositif. Il y a des confusions sémantiques entre projet et contrat, entre santé mentale et psychiatrie, ce n'est pas nouveau. Il y a des ambiguïtés sur... Est-ce que je suis sur le bon machin? C'est pas possible. Non mais ça. Donc non seulement, hein, mais en plus confusion intellectuelle et mentale. Hein. Vous voyez, le diagnostic est quand même préoccupant. Hein. Comment dire, dans ce constat, il y a il y a des confusions sémantiques entre projet, contrat, santé mentale et psychiatrie. Il y a les ambiguïtés dans l'interprétation de la démarche, qui n'est pas toujours dynamique et d'animation, parce que ça doit être une dynamique continue sur 5 ans et avec un cadencement des priorités et des contractualisations qui en découlent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs, souvent, trop souvent, pas toujours, hein, mais se mobilisent, élaborent un diagnostic, élaborent un PTSM, et puis ils vont se coucher pendant 5 ans. Eh bien non, le processus, c'est un processus continu d'ajustement permanent au fil et à mesure que apparaissent des problèmes non résolus, des statistiques que l'on ne connaissait pas, etc., etc. Et du coup, nous retrouvons trop souvent des PTSM que la délégation appelle des PTSM catalogues ou des PTSM listes d'attente de financement.
Ce qui ne veut pas dire que ça ne nécessite pas, que les PTSM ne nécessitent pas la mobilisation de moyens, mais ça doit être autre chose que ça, les PTSM. Ça doit être l'instauration des coopérations et de la transversalité qu'évoquait Déborah, et que l'on ne retrouve pas toujours, loin s'en faut. Et puis il y a eu le recrutement tardif des coordonnateurs à partir de 2021. Alors, le constat et le périmètre des PTSM avec les angles morts, trop souvent, pas toujours, mais trop souvent, il y a une absence d'action sur les déterminants sociaux de la santé mentale. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, et c'est surtout ce qu'il y a de plus difficile à faire si on ne travaille pas dans une large interministérialité. La prévention en amont, la vraie prévention, et l'inclusion sociale en aval a trop souvent été en arrière-plan du volet soins. Et puis, il y a une insuffisance de la prise en compte des besoins spécifiques de populations vulnérables, notamment les enfants de l'ASE, les précaires, les migrants, les détenus, les enfants, les adolescents et les personnes victimes d'addiction. Alors, j'ai fait exprès, excusez-moi, à chaque fois, je n'appuie pas sur la manette, vous pouvez hurler quand vous êtes mécontent. Il y a un problème aussi, c'est l'empilement des dispositifs. Alors, j'ai fait exprès, dans l'empilement des dispositifs, de ne pas donner la signification des vocables. Mais ça veut dire quand même qu'il y a des tas de dispositifs de coordination territoriaux qui se juxtaposent les uns aux autres. Il y en a dans le médico-social handicap, dans le médico-social personnes âgées. Il y a les PRS qui sont dans les plans régionaux de santé, dans lesquels il y a aussi des commissions spécialisées en santé mentale. Donc vous voyez qu'il y a tout un dispositif. Il y a les DAC qui sont des dispositifs de coordination pour les pathologies complexes, les états pathologiques complexes. Et donc, voilà, je ne fais pas le détail, mais disons que la mission a déclaré que le dispositif était illisible et que c'était un millefeuille abscon, je les cite. Mais pour venir du ministère, les bureaucrates de l'administration centrale sont extrêmement doués pour monter des dispositifs spécifiques qui ne sont jamais articulés les uns aux autres, ce qui ne les empêche pas de donner des injonctions aux professionnels et aux agents pour faire dans la transversalité. Bon. Et du coup, la délégation nous dit qu'il faudrait, c'est un peu pompeux leur thème, mais c'est le creuset intégratif et métacoordonnateur de tous les sujets de santé mentale, c'est-à-dire que tous les éléments, les segments santé mentale qui sont dans les divers dispositifs territorialisés devraient être synthétisés au sein du dispositif PTSM. Alors, à partir de là, la délégation fait 16 préconisations. Je n'ai pas le temps de les détailler. Je voudrais dire quand même que je voudrais vous montrer par exemple la préconisation de réaffirmer le volet accompagnement sanitaire, médico-social des parcours de vie avec plus d'interministérialité, plus d'investissement des collectivités territoriales et plus d'investissement des caisses de protection sociale. Le fait que la double nature du PTSM, ce n'est pas seulement un programme à 5 ans, mais c'est aussi des ajustements permanents cadencés par les contrats territoriaux de santé mentale.
Et puis la résorption des angles morts populationnels et thématiques. Autre préconisation, qui n'a pas été le cas, loin s'en faut, c'est d'inclure systématiquement le volet parcours de l'enfant et de l'adolescent, consolider l'efficience de la gouvernance pour garantir une plus large représentation des usagers et de l'entourage des citoyens, plus d'interministérialité, et ils osent, mais du bout de l'orteil, dire que ce serait peut-être pas mal de créer une conférence des financeurs pour essayer de booster le dispositif. Accroître, bien évidemment, donc je crois qu'il est décidé de revaloriser le statut du coordonnateur PTSM, chef de projet, appuyé par un COPIL permanent et un appui fort de l'ARS. Et puis, valoriser la cohérence entre le PTSM, le PRS et la feuille de route régionale qui décline la feuille de route nationale santé mentale. C'est compliqué la France, hein. Quand on veut faire simple, il faut vraiment faire compliqué dans notre pays, hein. Il y en a d'autres qui s'en sortent mieux que nous de ce point de vue-là. Alors, je conclus en disant 6 propositions complémentaires de Santé mentale France. Ne rien lâcher sur les 6 priorités du décret en Conseil d'État, mais il faut croiser ces priorités avec les populations cibles ou classes d'âge insuffisamment traitées. Alors, pas seulement les adolescents 14-18, mais les jeunes adultes 18-24. C'est quelque chose d'important, et au moins à cet égard, force est de constater que dans le programme qu'a annoncé le ministre, sans moyens particuliers, hein, il faut quand même le préciser, la priorité était bien mise à la fois sur les adolescents et les jeunes adultes. Deuxième élément, traiter 3 séries de factures qui sont source de discontinuité des parcours. Médecine générale, psychiatrie. Ça, c'est un point important. Ce point est abordé dans le programme du ministre, là aussi avec un grand vague sur les moyens, mais j'ajouterais que, à titre personnel, pour m'être occupé quand j'étais bébé de la convention médicale qui liait la sécurité sociale et les syndicats de médecins généralistes, je crois qu'il faudrait qu'il y ait systématiquement un module approfondi de formation médicale continue obligatoire, donc une formation conventionnelle, hein, médicale continue obligatoire pour tous les médecins généralistes sur les problèmes de psychiatrie et de santé mentale. Alors, il y a aussi est-ce que je suis à la bonne page là ? Oui. La psychiatrie de service public et les cliniques privées. Je pense que lorsqu'il y a une très forte concurrence entre la psychiatrie publique et la psychiatrie privée, il serait bien que par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens qui lient chaque établissement, qu'il soit de santé ou médico-social, à l'ARS, il puisse y avoir des obligations pour que les cliniques privées, je ne sais pas si j'en choque certains, puissent participer d'une part aux urgences en psychiatrie et d'autre part aux soins sans consentement. Autrement dit, partager le fardeau de façon à ce que la psychiatrie de service public ne se ramasse pas l'intégralité des prestations les plus lourdes et chronophages. J'ai fini. Bon, après, il y a nos enseignes, le sanitaire, le médico-social, social-sociétal, la logique réhabilitation, rétablissement, intégration, etc. Moi, je suis favorable à ce qu'on redéfinisse précisément les 4 concepts et qu'on les articule en annexe de l'instruction qui est en préparation. Il faut insister sur la réactualisation des diagnostics territoriaux partagés, qui sont souvent lacunaires et insuffisants. Il faudrait, à mon sens, édicter un bon usage des coopérations et des contractualisations, c'est-à-dire conventions,
groupements de coopération sanitaire qui sont ouverts au médico-social, hein, groupements de coopération sociale et médico-sociale qui sont ouverts aux sanitaires, et puis un vade-mecum des items psy-santé mentale qu'il faudrait intégrer pour alimenter dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens de chaque établissement les éléments à prendre en compte indépendamment du contrat territorial. Je termine en disant que inclure dans les PTSM le bon usage de l'organisation des soins sans consentement et des pratiques isolement-contention, c'est un point important. À cet égard, nous ne l'avons pas abordé dans notre livre blanc santé mentale, et l'UNAFAM d'ailleurs nous en a fait l'observation. Hein, je parle sous ton contrôle, Jean-Philippe. C'est un point qu'il faut, c'est pas parce qu'il est délicat à traiter qu'il ne faut pas le traiter. Donc là, ça fait partie des trous dans l'emmental qu'il faut transformer en... enfin rien. En comté. Revaloriser le rôle et le positionnement et le statut du médecin coordonnateur, mais ça va se faire. En conclusion, et là j'ai terminé, pour réussir les parcours de santé, rappel de 2 principes. Co-construire des prestations et des dispositifs diversifiés, décloisonnés et personnalisés, orientés réhabilitation, établissement, avec les personnes concernées et leur entourage. C'est un principe qui est pour nous essentiel pour Santé Mentale France. Et puis, ça c'est plus pervers, mais il y a toujours une perversité dans mes discours, lutter contre la chronicité, là ça fait pas débat, mais aussi la chronisation des structures pour les pathologies les plus lourdes. Je rappelle quand même que la chronicisation des structures que nous avions évoquée dans la circulaire de 90 a loin d'être été mise en œuvre, et que lorsque vous voyez que des personnes sont en hôpital de jour depuis 8 ans, en CATTP depuis 15 ans, en CMP depuis 30 ans, certes, il y a peut-être un problème de moyens, mais l'accès à des soins diligents passe aussi par une réactivation des files actives et des prises en compte de relais en amont comme en aval pour essayer de faire circuler la file active des patients et redonner de l'accessibilité aux nouvelles demandes. Merci de votre attention.